Et 0G, Nico. Mach 26, en orbite, en 0G. C'est vraiment la chevauchée fantastique. Le 17 juin 1985, Patrick Baudry, coiffé de son béret, devient le premier astronaute français à participer à une mission spatiale à bord de la navette américaine Discovery. Le ciel est d'un noir absolument d'encre. Getting pretty good. Going down now. Going back. Up, power's up. All right, APU. Arthur, a little bit high. There's 100 feet, 255. Plenty of energy. Corrected nicely. There's 50. I see the nose coming up. Bon, bonjour Patrick Baudry. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans la voiture. Oui, en silence, T'as vu, c'est agréable. en souplesse. On se tutoie, on se voit, on fait comment? On se tutoie. On se tutoie, c'est quand même plus sympa. Hein. Quand même passer un peu de temps ensemble. Ancien astronaute français. Ouais, absolument. Surtout pilote. Hein. Alors pilote, alors j'ai vu, on parle des formations et des métiers. Et alors vous avez fait que des métiers géniaux. Oui, j'ai eu cette chance. Alors J'ai c'est eu bien, cette chance. hélicoptère, c'est ça? Moi, je rêvais de voler quand j'avais 4 ans. Ah, Et j'ai poursuivi mon rêve toute ma vie. Et j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de réaliser quelques parties les plus belles de mon rêve. Donc je suis devenu pilote dans l'armée de l'air, j'étais pilote de chasse, puis ensuite pilote d'essai. J'ai passé un autre concours, j'ai fait l'école en Grande-Bretagne des pilotes d'essai. Et là, je m'occupais après dans l'armée de l'air, je m'occupais du projet de Mirage 2000, qui était le proto de l'époque. Oh là là. Pour les Attends, avions. juste pour comprendre, tes parents étaient dans l'armée ou rien à voir? Non, rien à voir. Rien à voir. Non. Mon père a fait la résistance, il était dans l'armée de Leclerc, mais c'est pas du tout son métier. Son métier était ingénieur météo. Ah oui, Ce qui d'accord. fait que c'est pour ça, il m'emmenait à 4 ans, il m'emmenait avec lui pendant les vacances à son bureau et je voyais les pilotes qui préparaient leur vol et les avions qui démarraient, qui décollaient. Ouais. C'est comme ça qu'est venue ma vocation C'est marrant, quoi. pour voler. Et tu habitais où? Dans quel coin t'étais? Alors en Afrique, je suis né au Cameroun, je suis le premier astronaute africain, et ensuite au Maroc, et ensuite à Alger. D'accord. Et quand j'ai échappé à un attentat par miracle, en fait j'ai raté le bus que je prenais tous les jours pour rentrer à la maison en sortant de Dans l'école, quel pays là c'était? et le bus a sauté à Alger. Oh là là. À Alger dans les années noires, Oh là là. l'attentat. Et donc tu t'es dit je pars, je viens habiter en France? Ça c'est mon père qui a dit on rentre l'époque en France. Et donc il rentre en France, à Bordeaux. Et donc j'ai continué au fur et à mesure de ma croissance à l'accompagner pendant mes vacances au bureau. Et là c'était sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ah là là. Et elle continue à voir les avions décoller. Putain, énorme. Et donc tu t'es retrouvé petit à petit, en gros, à faire quelle étude? Il faut quoi comme étude pour Alors j'ai fait une grande école. C'est toujours plus simple en France de faire une grande école d'ingénieur. Et c'est l'école de l'air qui prépare aussi les officiers de l'armée de l'air. Et donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, puis ensuite je suis devenu pilote sur Fouga Magistère et puis tous les autres avions de l'armée de l'air, hein, tous les Mirages, Jaguar, F-100, etc. Et voilà. Donc il faut quand même être bon à l'école? Ou C'est mieux. Oui. Moi, par principe, j'ai toujours été premier à l'école, donc déjà ça fait un souci de moins. Par principe, j'ai toujours été premier. Oui, parce que Quelle arrogance. il faut supporter de ne bien. pas être premier, quoi. Attends. Il y en a qui le supportent très bien. Ouais, j'ai jamais été premier par exemple, donc je ne sais pas ce que ça fait. Non, mais tu avais un rêve différent. Non, mais en vrai, oui. Moi, je voulais atteindre mon rêve et je savais que pour atteindre son rêve, il faut travailler. Attends, on me klaxonne. Un génie. Ah bah oui, un petit génie, oui. Un génie pressé. Un petit génie. Un génie pressé. Donc, d'une manière générale, quand on a un objectif, il faut travailler. Et à partir du moment où on est à l'école, je vois pas ce qu'on peut faire de plus intelligent que de travailler. Ouais, bien sûr. Hein, En fait, il faut est là, utiliser son voilà, temps on à perd bon son escient. temps. Voilà, Exactement. on utilise Quitte le à temps avoir du temps, de la autant- meilleure façon. Exactement. Voilà. Donc tu as commencé par quel métier? Alors, le premier, c'était donc armée, pilote? Alors j'ai fait des tas de métiers quand j'étais gamin. Parce Ouais. qu'à l'époque, on pouvait travailler, j'ai toujours travaillé pendant toutes mes vacances, à partir de l'âge de 13-14 ans. À l'époque, aujourd'hui c'est fini, on peut pas employer un gamin qui a 14 ans, c'est Oui, impossible. ça c'était l'âge de mon père aussi, il a pu commencer à bosser Voilà. à 14. Donc j'ai bossé avec des tas de gens passionnants, et voilà, c'était génial. Et puis ensuite, donc j'ai fait une taupe à Paris, enfin une prépa aux grandes écoles à Paris, et puis ensuite j'ai fait l'école de l'air. Ensuite j'ai été pilote de chasse
dans l'armée de l'air française. Et là, c'était peut-être les plus belles années d'ailleurs, comme un enfant. Incroyable. Piloter des avions géniaux avec des gens superbes qui ont un peu la même vocation, donc c'est comme une famille. Tu étais très sportif quand même. Très. En Ouais, plus ouais. d'être bon à l'école. Ouais, ouais. Oui, donc il faut Ouais. quand même être bon. C'est quand même un métier de gens exceptionnel. Non, pas du tout, il faut être bon Non. partout. Hein. Bah, Oui, c'est normalement, quand on travaille, on ne peut pas être médiocre, non? Je sais pas. je sais pas si. Est-ce que tout le monde a les capacités physiques de devenir pilote de non, chasse? mais C'est il y un a- métier il y a- très particulier là quand même. Il y a d'autres types de capacités. Pour être pilote de chasse, moi j'ai toujours eu peur d'échouer à la sélection physique, parce qu'il y a des normes. Oui, Donc et ça on n'y peut rien, on est comme on est. Quoi. Il faut, oui c'est ça, c'est ça. il y a, La il y a une taille, norme de taille, il y a une norme de vision, il y a un fonctionnement cardiovasculaire qui doit être quasi parfait. Enfin voilà. Donc il faut avoir la chance d'être en bonne santé. Quoi. Oui, Ça c'est vrai. c'est- Ça c'est vraiment une chance inouïe. Pour ceux qui nous regardent, c'est important de se dire tiens, est-ce que toi tu as vécu de ta passion? C'est rare. Est-ce qu'on est toujours passionné quand on fait un métier qui était notre passion et notre rêve? Est-ce qu'on peut faire toute sa carrière passionné? Ou est-ce qu'au bout tout d'un à fait, moment, on a oui. quand même l'impression d'être au travail? Là, je le crois profondément. Ah oui. Mais j'ai eu cette chance, c'est là que la chance intervient. Et c'est un privilège de faire un métier qu'on aime et pour lequel on est passionné. Mais avant toute chose, il faut trouver l'idéal qu'on a en soi. Chacun d'entre nous a un idéal, même s'il n'a pas encore découvert. Moi j'ai vu des gamins qui arrivaient au bac à 17 ans et qui ne savaient toujours pas ce qu'ils aimeraient faire. Moi, je ne savais pas non plus. Voilà. Et, j'ai découvert à 18 ans, école de journalisme. J'ai vu Voilà. le métier d'animateur radio qui m'a fait rêver. Et du coup, je me suis mis à bosser dur. Et un peu comme toi, j'imagine, mais à partir Ouais. de 18 ans, j'avais À un partir but. de Il 18 faut avoir ans, son but, en voilà. fait. Mais si tu avais eu ton but Plutôt. à 10 ans, Oui, c'est ça. ça aurait été plus facile. Exactement. Hein, Je suis tu d'accord. vois ce que je veux je suis dire. d'accord. Mais sauf que les conseillers d'orientation au collège et au lycée, c'est pas forcément toujours très performant. C'est-à-dire qu'on va t'orienter par tronc commun, par machin. Comme il faut être positif, on va essayer de ne pas parler de l'éducation nationale. Et ça sera bien. Ça sera bien. On va essayer de rester dans le positif. Et alors, attends, donc, métier de pilote de chasse, t'es parti en opération extérieure? Oui, bien sûr, ouais, en Afrique, ouais, on faisait Tu du peux nous ravitaillement en raconter, vol. Tu peux nous raconter une mission, à quoi ça correspond? Il y a la police derrière nous, on a le politique- coffre ouvert devant. C'est pas politiquement correct. Est-ce que tu peux raconter, pour comprendre à quoi ça correspondait une mission? Ben, une mission, Pilote de chasse. il y a une mission, alors déjà quand on est dans une escadre de chasse, il faut avoir la chance d'être dans l'escadron auquel va être confiée la mission. Donc ça c'est déjà, Ah oui, c'est encore Ouais, Ok. c'est la chance, c'est les manœuvres, etc. Ça donne une ambiance, il y a toujours une ambiance de concurrence exacerbée. Et donc C'est un peu comme un Top Gun, ils veulent ensuite, tous partir. c'est exactement ça. Tout le monde veut faire les trucs les plus pourris. Par définition, c'est le truc pourri qui est sympa, qui est intéressant. Donc quand on a la chance d'être dans l'escadron, etc., après il faut être parmi les pilotes qui sont retenus pour faire la mission. Il peut y avoir 3 avions, 6 avions, 10 pilotes, 12 pilotes, les mécanos, etc. Et après, bon, moi j'étais à Toul, qui est dans le nord-est de la France, hein, en Lorraine, et on faisait une mission, mettons, au Gabon. Ok. Donc ravitaillement en vol. Donc il faut briefer avec le ravitailleur, qui est à l'époque c'était l'équivalent d'un Boeing 707 ravitailleur. Un gros avion. Un quoi, gros, un ouais, gros qui amène avion. du pétrole. Et voilà, donc on se met en position à Istres et on décolle ensuite d'Istres et puis on fait un vol de quelques heures, 5 heures, avec 1 ou 2 ravitaillements en vol, parce que nos avions, les avions de chasse, ça reste pas Très en longtemps. l'air très longtemps. Quoi, hein. Donc déjà, le ravitaillement en vol, ça c'est un truc très sympa. Et puis on arrive au Gabon, en Afrique, et puis on remplit la mission de reconnaissance, mission d'appui, etc. Et ce qui est bien, c'est l'esprit de famille. Et moi, je me souviens de cette période avec des gens qui étaient aussi passionnés que moi, et qui donnaient tout pour leur métier. Et c'est ça qui est chouette. Je pense que dans ton métier, c'est pareil. Bien sûr. Le métier de journaliste, c'est pareil. Il y a les bons, il y a les mauvais. Et les bons, c'est ceux qui y pensent jour et nuit. Quoi. Ah, moi, je suis pas journaliste, mais je fais une émission parce que ça m'intéresse. Je m'intéresse à l'humain. Oui, C'est voilà. surtout ça, je me retrouvais là-dedans. Voilà, j'adore parler aux gens, raconter nos vies. Je pense que tout le monde a vécu des histoires incroyables, et certains plus que d'autres.
Et pour moi, je trouve ça intéressant, même pour l'orientation, d'interviewer des gens, pour aider aussi ceux qui cherchent des métiers. Tu vois, c'est passionnant. Est-ce que tu as déjà eu peur dans le travail de pilote? Tu as raison, de chasse? parce que dans tout métier, le plus intéressant, c'est l'aspect humain. Et ce que je raconte souvent, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec tout le monde, disons, avec les Américains, avec les Soviétiques. À l'époque, c'était l'Union soviétique, les Russes maintenant, avec les Européens, bien sûr, avec en Afrique, avec beaucoup de pays et beaucoup de mes frères et de mes camarades. Et le plus intéressant, c'est pas l'aspect technique de ce qu'on a réalisé, c'est vraiment l'aspect humain. C'est avec qui on fait quelque chose. Oui. Donc le premier truc, c'est de trouver le goût, la passion qu'on a en soi. On en a toujours, mais souvent, on peut mettre très très longtemps avant de le découvrir parce que les circonstances ne s'y sont pas prêtées. Et ensuite, il y a le travail, ça c'est l'aspect technique, apprentissage et tout, et il y a l'humain. Mais c'est l'humain qui est de loin le plus passionnant, c'est de rencontrer des gens différents, qui parlent une langue différente et qui t'apportent quelque chose. Et toi, tu essayes de leur apporter ce que tu peux aussi, absolument. Culturellement, même personnellement. Ouais. C'est quoi la faute que tu as eu le plus peur à l'armée? Avant de passer après à ton deuxième métier. Non, T'as jamais eu peur? J'ai jamais eu vraiment peur. Je sais bien vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je m'en suis rendu compte assez vite et j'en tiens compte. C'est-à-dire quand je calcule ma mission, un vol un peu spécial, etc., je prends toujours en compte le fait que j'ai pas cette peur qui peut freiner et voilà quoi. Ouais, ça va. J'ai vu que la police a un peu tiqué là, quand on est passé. Ouais, un peu gros. Et donc, voilà, la peur, c'est quelque chose. Moi, j'ai vu parmi tous mes copains, mes camarades, ceux avec qui j'ai volé en avion, dans l'espace et tout, il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Il y a deux mentalités. C'est inné, quoi. La peur, si on n'a pas peur, on n'a pas peur. Donc, il faut se raisonner et compenser par la réflexion cette espèce de frein qu'on peut avoir par la peur. Tu as eu la Légion d'honneur? Oui, bien sûr. Oui, c'était quoi la raison? Pourquoi on te l'a donnée? À quel moment? Je sais pas, je l'ai eu quand on a fait le premier vol franco-soviétique avec les soviétiques que Jean-Loup a volé en 82. Et c'est Mitterrand qui m'a remise. Ah, et oui, comme tu dis, ouais. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais enfin on choisit pas, hein. C'est comme ça. Dans la vie, il faut tout accepter. En fait, l'astronaute, c'est celui qui sait s'adapter à toutes les situations. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais là, c'était rien encore, parce que ensuite, j'ai été nommé officier, qui est le deuxième grade de la Légion d'honneur. D'accord. Et là, pas de bol, c'était Fabius. D'accord. Donc j'ai eu la totale. Et ça donne des avantages d'avoir la Légion d'honneur? Non, c'est juste une médaille personnelle? C'est un honneur qu'on est français, et bien sûr, mais c'est un honneur relatif. Je veux dire, je crois qu'à partir du moment où ça devient systématique, quand on était dans l'espace, on a la Légion d'honneur. Voilà, la véritable Légion d'honneur, c'est d'aller dans l'espace. Hein. Il ne faut pas mélanger les choses. Pour un humain, on peut se la raconter plus quand on a piloté un avion de chasse, quand on a eu la Légion d'honneur ou quand on est astronaute? Toi qui as les droits. Bon, astronaute de loin. Ah, c'est vrai. C'est plus dur que tu fait. Voler dans l'espace, c'est un privilège. Non, sur le plan humain, c'est un privilège immense, quoi. C'est la possibilité de voir sa propre planète de l'extérieur. Ouais. Alors elle est belle, tout le monde le sait, elle est d'une beauté fabuleuse, mais surtout elle est perdue au milieu d'un noir absolu, et ça permet de relativiser ce que l'on est. Et ça c'est, sur le plan humain, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Alors, pour comprendre que tu étais pilote de chasse, comment ça s'est passé ton passage à ton métier d'astronaute? D'abord, j'ai toujours, quelle que soit l'activité que j'avais, j'ai toujours profité des temps morts pour passer un diplôme, par exemple une maîtrise ou un truc comme ça. Okay. Pas rester une année pour avoir le plus de bagages possible, parce que ça sert toujours dans la vie, et ça m'a servi pour devenir astronaute. Donc j'ai passé un concours pour intégrer une école de pilote d'essai, okay. Ce qui est le Graal pour les pilotes. Quelle est la différence entre pilote de chasse et pilote d'essai? Pilote d'essai, c'est une licence qui te permet de piloter tous les aéronefs qui existent, même qu'ils n'ont pas encore volé, même lorsqu'ils n'ont pas encore volé. Ah ouais. Voilà. Comme les prototypes, tous les prototypes bien sûr, et les modèles qui... Voilà, donc c'est une licence qui ouvre toutes les portes de l'aéronautique, qui permet de piloter professionnellement
tous les appareils qui existent sans avoir besoin de passer la qualif, etc., ce qui est un processus un peu. D'accord. Voilà. Donc c'est une école qui permet de s'adapter justement à ça, à ce genre d'activité, qui permet d'approcher chaque appareil volant avec un souci, un soin et une méthodologie, de manière à pouvoir le faire voler sans prendre trop de risques. Donc ça c'était en... ça y est. Je me suis dit non, c'était pas fait arrêter encore. Ah, voilà. Ah non. Ah si, c'est pour nous. Ça fait beaucoup rire le jeune homme à côté. Attends, je vais essayer de parler. Ouais, explique-leur un peu. Parce que... Bonjour. Il filme la voiture de derrière. On fait une émission sur les astronautes. Voilà, bonne journée. Alors qu'est-ce que c'est un astronaute? Qu'est-ce que c'est un astronaute? En quoi consiste le métier d'astronaute? En 84, hein, c'est ça, tu as rejoint les astronautes de la NASA? 79. 79, c'est... J'ai été sélectionné avec Jean-Loup Chrétien en 79. On est parti en Union soviétique, à la Cité des Étoiles, qui est le centre d'entraînement des cosmonautes soviétiques à l'époque. Okay. Donc. Et ça, c'était formidable. C'était une expérience sur le plan humain extraordinaire. Ce sont des gens immenses, quoi. Les Russes et ceux qui étaient cosmonautes à l'époque, l'équipe de Gagarine et les autres, c'était fabuleux. Donc ça a été un honneur immense et surtout sur le plan humain, un enrichissement. On parlait tout à l'heure d'enrichissement réciproque. Là, vraiment, ils nous ont beaucoup donné à Jean-Luc et à moi-même. Donc, on a préparé ce premier vol franco-soviétique qui a eu lieu en 82. Et ensuite, je suis parti à la NASA, à Houston, où se trouve le centre d'entraînement des astronautes américains, déjà à l'époque et encore aujourd'hui, pour préparer le premier vol d'un Français à bord d'un vaisseau spatial américain. Voilà. Ça devait être incroyable à vivre. Et là, ça a été très difficile parce que c'était les premiers vols de la navette. La navette, c'est un engin fabuleux, mais extrêmement dangereux. Il y avait beaucoup de problèmes techniques. Et donc, il y avait une incertitude absolue sur la date du vol, etc. Et j'ai préparé plusieurs vols et j'ai volé finalement à bord de Discovery en 85. Oh là là, incroyable. Et là, tu disais que tu n'avais pas peur quand tu étais pilote de chasse, tu n'avais pas peur non plus avant le décollage d'une fusée en vrai? Non. On n'a pas un moment où on se dit waouh, c'est maintenant. Ah non, c'est du plaisir, c'est pas de la peur. On prend son pied, c'est génial. Consommer 2000 tonnes de carburant en 9 minutes, c'est un pied pas possible. Alors quand je vois qu'aujourd'hui ils veulent supprimer l'aéronautique, je me dis c'est des malades mentaux, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas d'écologie là-dedans. Il y a de l'efficacité. Hein. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas de choix. L'écologie, après, on consomme 2000 tonnes, mais après, on peut rester un an sans rien consommer. Oui, c'est ça, c'est juste le lancement. Donc, c'est juste le lancement. Après, on a un projectile dans le vide qui tombe, mais comme la Terre est ronde, on tombe en ratant la Terre. Oui, c'est ça, en fait, on fait que tomber. On tombe. Tout le et la Terre est ronde, donc on tombe. Ça, c'est rigolo. Et on continue. Comme il n'y a pas de freinage, on ne perd pas d'énergie. Et ça peut tourner indéfiniment. Et en théorie, ça peut. C'est ce qu'on appelle la satellisation. Lui, il est très très pressé. Ouais, il est très très pressé. Puis il s'est rendu compte que c'était un tournage, du coup, il nous laisse passer. C'est gentil. C'est gentil. Voilà. Hop. Et attends, c'est assez incroyable les histoires quand même. Le métier d'astronaute. Donc le métier d'astronaute, ça consiste deux sorties à prendre une mission qu'on va réaliser dans les conditions spatiales où on cherche quoi? On cherche de l'impesanteur essentiellement et une position hors de l'atmosphère terrestre pour effectuer par exemple des expériences d'astrophysique. Hein, donc voilà, donc on apprend une mission. Moi j'ai appris à être scientifique pour réaliser cette mission avec les Américains. Ah là là, c'est génial. Donc tu as pu faire. Donc, est-ce que tu es déjà sorti dans l'espace de la fusée? Non, hélas non. Ça c'est le rêve d'un astronaute? J'aurais beaucoup aimé. À l'époque, ça se faisait pas toujours. Il n'y avait pas vraiment d'astronautes qui n'étaient pas américains ou russes qui faisaient des sorties dans l'espace. Ah oui. Et je devais réaliser une mission avec les Russes après le premier vol de 82, où là, j'aurais eu la possibilité de faire une sortie. Mais finalement, Brejnev est mort et tout a été remis en cause. Et c'est pour ça que je suis parti chez les Américains.
Putain, c'est fou quoi. Ça devait être quand même une époque. À l'époque, astronaute ou cosmonaute, c'était quand même assez incertain, très incertain. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, et plus dangereux bien sûr. Parce que des fusées pouvaient avoir des problèmes. Parce qu'il y avait des problèmes politiques. Quand on est français, on n'a pas de moyens propres, européens ou français, pour aller dans l'espace. Donc ce sont des accords. C'était les Russes ou les Américains? C'était ou les Russes et les Américains à l'époque. Aujourd'hui, il y a les Chinois aussi, hein, mais à l'époque, les Russes et les Américains. Donc il y a toujours un contexte politique qui joue, forcément. Avec l'Union soviétique, c'était la guerre froide. Donc la France, c'est un pays de l'Ouest. Et donc, il a fallu qu'il y ait une excellente coopération scientifique avec l'Union soviétique, qui avait été initiée par le général de Gaulle. Et le CNES s'occupait d'une partie de cela. Et il y a eu un programme scientifique qui a été mis au point par le CNES et qui a permis de réaliser cette mission avec les soviétiques. Ça devait être. Qu'est-ce qui te manque le plus toi aujourd'hui? Est-ce que c'est les pilotes, d'être pilote d'avion de chasse, les vols? Est-ce que c'est plutôt de partir dans l'espace? Toi qui as vécu et la chance de vivre ces métiers. Ce que j'aime plus, j'espérais aller quand même poser le pied sur la Lune ou aller sur Mars. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu toutes sortes de renoncements. Finalement, ça fait 30 ans qu'on ne fait plus rien dans l'espace. Pourquoi on n'y est pas retourné sur la Lune? Ça, c'est une vraie question que je me pose moi personnellement. Parce qu'il n'y a aucun homme politique, disons, d'aucun grand pays, c'est-à-dire États-Unis ou soviétique ou Russie, qui a pris cette décision. À l'époque, c'était la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis qui a fait que ça avançait très vite. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'était un enjeu plus politique que scientifique ou autre. Et nous, on pensait, enfin un certain nombre, à l'Académie d'astronautique notamment, qu'on allait continuer et découvrir, aller sur la Lune pour exploiter les ressources lunaires, aller sur Mars pour continuer la conquête spatiale. Et puis en fait, ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'urgence politique en fait. Et donc on a passé, disons, les années 90, les années 2000, les années 2010, et maintenant on a débuté les années 2020 à tourner autour de la Terre, ce qui ne sert pas à rien, mais pas à grand chose quand même, il faut bien le reconnaître. Ouais, de tourner en haut dans une base. Tourner, moi l'ISS pour moi c'est beaucoup d'argent pour pas grand chose. Pour moi l'espace c'est avant tout la conquête, c'est aller plus loin, résoudre des problèmes qui sont extrêmement difficiles, parce que pour aller sur Mars, ce ne sera pas facile, et c'est pour ça qu'il faut y aller, entre autres. Et puis après, aller plus loin, bien sûr. C'est Elon Musk qui part à la conquête de Mars. Elon Musk, t'aimes bien Elon Musk, toi? Ce rêve, ah oui, pour moi, c'est... C'est un entrepreneur incroyable. C'est mon Dieu, c'est un entrepreneur, mais c'est aussi un commercial. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il a gagné de l'argent. Ce qui est bien chez lui, c'est que cet argent, il l'utilise pour des objectifs qui pousser les limites à chaque fois. Pour aller on est sur dans une Mars, voiture qu'Elon Musk a créée en fait. Dans une Tesla, pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est une aventure fantastique, mais... Nikola Tesla. Oui. Qui est un personnage incroyable aussi. Qui a bercé mon enfance. Nikola Tesla? Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, il avait inventé les bobines Tesla, ce qui permettait, avec le courant continu, et non pas le courant alternatif qu'on a aujourd'hui, d'envoyer de grands éclairs, mais surtout d'éclairer. Si on tient une ampoule dans la main, avec une bobine Tesla dans la pièce, elle s'éclaire sans câble. Absolument. Sauf qu'à l'époque, il y avait Thomas Edison, qui était son patron, qui était payé par les gros banquiers, les personnes qui dirigeaient le monde vraiment fort. Ils n'étaient pas très copains toujours. Ils n'étaient pas très copains. Et en fait, ils ont demandé à Thomas Edison, des gens un peu puissants, de décrédibiliser Nikola Tesla, parce que ça posait des problèmes, parce qu'on ne pouvait plus vendre l'électricité, puisque si on la mettait dans l'air et que toutes les ampoules s'allumaient quand on voulait, il n'y avait plus de vente d'électricité. Tout à fait. Résultat, ils ont électrocuté les animaux à New York, sur la place, pour montrer que le courant continu, c'était dangereux, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. C'était du courant alternatif avec lesquels ils ont électrocuté ces animaux-là. Et pour répondre à ce mensonge, à cette affabulation, il s'est pris en photo en lisant un journal en dessous d'une énorme bobine Tesla avec des gros éclairs partout. Et lui, il lisait son journal et il montrait que c'était pas dangereux, sans aucune légende. C'est comme si on postait une photo aujourd'hui sur Insta sans légende, juste pour dire voilà, ce que vous dites c'est faux. Mais j'explique pas, c'est juste en image. Ouais. C'est fou cette histoire. C'est chouette, ouais. Oui, c'est une belle histoire, c'est sûr. Il pouvait éclairer toute une ville avec une seule bobine Tesla. Tesla, c'était un génie. C'est un génie aussi. Hein. Ouais. Partie des gars. C'était qui tes modèles, toi, quand tu étais gamin? Modèle quand j'étais gamin, c'était Guy Neumer,
Moi, mon rêve, c'était d'être pilote de chasse dans un premier temps, parce que c'est là qu'on pilote. C'est comme quand on aime l'automobile, c'est la Formule 1, quoi. Ouais, bien sûr. C'est piloter des machines fantastiques et en faisant quelque chose d'utile pour son pays. Et donc c'est pour ça que c'était mon rêve de piloter ces avions. Et ensuite, j'ai évolué en fonction un avion qui s'est déjà volé, c'est moins intéressant qu'un avion auquel on apprend à voler, quoi. Ouais, bien sûr. Et j'avais vu sur internet, en faisant des recherches sur toi, que ton premier vol avait été annulé à cause d'un souci technique et que les journalistes avaient dit que c'était à cause d'un problème d'espionnage russe. Ah. Ils t'ont pris pour un espion russe? C'est ça l'histoire? Alors, lorsque j'étais à la NASA, il y a eu plusieurs annulations, reports de tir, parce que, comme j'ai dit, c'est très compliqué. La navette avait beaucoup de problèmes, c'était un engin très dangereux. Et il y a un journal français qui s'appelle le JDD, qui existe encore, qui a dit en première page que les Américains avaient annulé le vol parce que j'étais un espion soviétique. Oh là là. Donc c'est sympa quand tu des es au Texas en train de bosser, en train de faire de la science, faire des trucs, et en plus tu es militaire à l'origine, quoi. Pour ça le journalisme c'est une activité, c'est pas une science, c'est une activité qui peut être de toute nature. Attention, je suis complètement d'accord. Donc ça a été ça, et il y avait un article qui se préparait sur Match. Et j'ai eu la chance de pouvoir, je suis rentré en France, j'ai vu Lagardère à l'époque, qui était le propriétaire de Match, et je l'ai convaincu qu'il ne fallait pas sortir cet article, parce que c'était faux. Et il m'a cru, bien sûr. Et donc, bonjour. Et donc ils t'ont cru, après il n'y a pas eu de souci. Et Lagardère donc, a annulé la parution de l'article. Ensuite, c'est toute l'histoire d'espionnage, DST, tout ça. Bon. Ah, les renseignements t'ont convoqué? Ah bah bien sûr, j'étais sur écoute à l'époque. Le ministre de l'Intérieur, c'était Jox. Et je disais pique-pente de Jox, donc au moins les écoutes, ça le maintenait motivé. C'est incroyable. Et voilà. Et en fait, ce sont les Américains qui m'ont tiré d'affaire, parce que pendant qu'on était en Union soviétique avec Jean-Loup, eux, ils travaillaient sérieusement, les services secrets américains, et donc ils faisaient un reporting à Washington toutes les semaines sur les deux Français qui étaient à la Cité des Étoiles. Et eux savaient que j'étais pas un espion soviétique. Est-ce qu'en l'air, tu as vu des extraterrestres, ce qui pourrait s'apparenter à des ovnis? Hélas, non. J'aurais bien aimé. Hein. C'est vrai? Toi, tu crois à ça? Je crois qu'il y a des gens qui habitent ailleurs, ça me paraît évident. La seule question, c'est est-ce que, quelque part, ces gens-là sont capables de venir sur une petite planète autour d'une étoile qui est le Soleil. Cette planète, c'est la nôtre, hein, c'est la Terre. Et ça, j'avoue que j'y crois pas trop. Ah oui, parce que c'est loin. Pour nous, c'est totalement impossible. Alors, il faut imaginer qu'il y ait une civilisation ailleurs beaucoup plus évoluée. Et ça, pourquoi pas, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas vu de phénomène paranormaux, en tout cas, paranormal ou inexpliqué, donc voilà, ni dans l'espace, ni dans les airs. Mais j'ai des camarades, des amis qui en ont vu, donc pourquoi pas. Hein. Tu as ramené cette navette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ça, comme j'ai dit tout à l'heure, après ces vols des années 80 de Jean-Loup et de moi-même, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on pensait qu'on irait sur Mars. Mais également, étant français, j'avais beaucoup apprécié de préparer ces vols avec les Soviétiques, avec les Américains, mais je pensais qu'une clé de l'espace, une clé de l'avenir, c'était d'être capable d'envoyer un homme dans l'espace. Et l'Europe, en 86, a décidé un grand programme qui s'appelait Hermès, qui était un programme de navette spatiale, plus évolué technologiquement que la navette américaine. Donc c'était Hermès, c'est la maquette qu'on voit ici. Donc on a beaucoup travaillé sur ce programme aérospatial et d'assaut. Et malheureusement, ce programme s'est arrêté en 93. Ah là là. Donc il a rassemblé quand même un grand nombre de pays européens. Il y avait 9 pays qui participaient. Et on avait bien avancé, mais ça s'est arrêté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe n'a toujours pas de moyens propres d'envoyer un homme dans l'espace. Et je pense que dans l'avenir, ça sera important. Qu'on puisse nous-mêmes gérer ça. Oui, absolument. Là aujourd'hui, on paye cher pour envoyer de temps en temps un citoyen européen. Oui, c'est plus pour dire on y est, c'est ça? Voilà, moi je suis pour la conquête, donc aller plus loin, faire ce qu'on ne sait pas encore faire. Et j'espère que Thomas aura la possibilité d'aller sur la Lune dans un programme intégré auquel l'Europe participera, mais c'est pas gagné. Peut-être d'aller sur Mars un jour. Peut-être d'aller sur Mars. Tu as sorti un livre?
Oh, j'en ai sorti 13, celui-là, je l'ai sorti. 13. Celui-là, je l'ai sorti il y a déjà une quinzaine d'années. Patrick Baudry, la conquête spatiale en question. En question, chez Elitis. Voilà, si Elitis. vous voulez les prendre. De toute façon, vous tapez Patrick Baudry. Oui, sur Vous allez voir Amazon. plein Ouais. Vous allez chercher les Il y livres. a plein de livres. Des livres intéressants pour apprendre des choses sur l'espace. Juste, tu peux nous dire pour terminer, tu as plein de patchs sur ton blouson. Oh, il y a plein de À quoi ça patchs. correspond? Ça, c'est les patchs d'émissions que j'ai préparées. Du CNES pour lequel j'ai une certaine affection, bien sûr. Il y a une époque de ma vie. Ça, c'est le vol avec les Américains. Ça, c'est la patrouille de France dont je suis le parrain en 2014 avec Jean-Loup. Mon escadre de chasse, des trucs comme ça, quoi. Puis la France et puis le vol franco-soviétique. Ah ouais. C'est celui-là le plus beau. Énorme, Ah, il est beau celui-là. énorme. Et voilà, donc, tu c'est as des été souvenirs. le parrain de la patrouille de France? Oui, parrain de la Génial. patrouille de France. En tout cas, patrouille de France, tu as fait vraiment beaucoup de choses. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était très inspirant. Et je pense que pour plein de jeunes qui cherchent leur métier, c'est un super message de dire qu'il faut vivre de sa passion et qu'il faut essayer de trouver son but. Voilà, il faut vraiment qu'ils s'interrogent, qu'ils regardent autour d'eux, qu'ils soient curieux, jusqu'à comprendre pourquoi ils sont faits. Ce qui va leur plaire, là où vont prendre leurs pieds, le métier qui va les passionner. Et à partir de là, tout s'ouvre, quoi. C'est-à-dire, on travaille, mais c'est beaucoup plus facile de travailler quand on sait à quoi ça va servir. Oui, bien sûr, exactement. Bah, c'est complètement ça. Merci beaucoup Merci. d'avoir pris le temps. On se serre la main. Merci Guillaume. On se dit au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Dans cette belle voiture. Et surtout dans cette belle ville, c'est génial. Ah ouais, on a fait Paris, un retour de Paris. avec ce soleil, c'est magnifique. On est à 35 secondes, 35 secondes. Ça vivre de plus en plus. 50, 50. Plus pas. Là, et 0G, Miko. Mach 26, en orbite, en 0G. C'est vraiment la chevauchée fantastique. Le ciel est d'un noir absolument d'encre. Getting pretty good. Slowing down now. All the APUs, sub power's up. Alright, APUs are all running. They're all doing for us. Bring your HUD up a little bit if you haven't. Going just a little bit high. Mercury. A little bit high. There's 100 feet, 255. Plenty of energy. Correcting nicely. There's 50. I see the nose coming up. 3230. Okay, not too high, not too yet. There we go. We got 2210. You can start setting it down. There we go. 7, 6, 5, 4, 3. Touch. Here comes the chute. Derotating. And I show you going down at 1.5, down at 1.5, down at 1.5. Okay, touch. Brake ISO valve.